Bonjour, bienvenue au deuxième épisode de Sur le radar podcast. Je m'appelle Karine, je suis en présence de mon frère Maxime. Donc aujourd'hui, comme la semaine passée, on va vous parler de séries télé. Ensuite, on va vous parler d'un film récent et d'un film qui est plus vieux. Le film récent, il n'y aura pas de spoiler, tandis que le film plus vieux, on va entrer dans les spoilers. Donc Maxime, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Maxime, de retour pour le deuxième épisode. Comme ma soeur vient de vous le dire, on a écouté deux films cette semaine, Under the Silver Lake et Dread, et j'ai bien hâte de vous parler de ces deux films-là. Parfait, on va commencer par vous parler de ce qu'on a écouté comme séries télé pour l'instant qui sont disponibles en streaming. Pour ma part, j'ai écouté l'animé Death Note, pas le film de Netflix, mais bien l'animé. Personnellement, je te le conseille, ça s'écoute vraiment bien. C'est des épisodes d'une vingtaine de minutes. Je pense que ce qui fait la force de Death Note, c'est comment chaque épisode est monté. Chaque épisode a le même arc narratif qu'un épisode de 40 minutes. Fait que chaque épisode est comme vraiment intense. Maxime, l'as-tu déjà écouté? Non, jamais. J'ai vu une partie du film qui est sorti en live action sur Netflix. C'était pas très bon, puis j'ai entendu que les fans de la série étaient vraiment pas contents. J'imagine que tu vas m'expliquer pourquoi. Oh mon dieu, oui, effectivement. Moi, je suis une grande fan de l'animé. J'ai même lu le manga. Puis le film ne lui rend pas justice du tout. Honnêtement, j'étais vraiment déçue. Toutes les motivations des personnages, les personnalités des personnages, ils ont rien, absolument rien conservé. Ça rappelle un petit peu Dragon Ball Evolution. Ouais, effectivement, mais tu vois, je pense pas avoir vu une adaptation en vrai d'un animé qui était bonne. Non, moi non plus. Ben, je vais m'attarder à ça. C'est disponible où? C'est disponible sur Netflix, la série au complet. Ah, parfait. Moi, cette semaine, j'ai terminé l'excellente série 30 Rock, qui était disponible sur Crave en ce moment. Puis j'ai adoré les 7 saisons, là. C'est un peu débile comme série. C'est Est-ce que vraiment. c'est un sitcom? Oui, c'est un sitcom, des épisodes d'environ une vingtaine de minutes, là, chaque épisode, créé par Tina Fey. Elle s'est servie de son expérience comme écrivaine sur l'émission Saturday Night Live pour créer cette émission-là. Donc, il y a Tina Fey comme personnage principal et Alec Baldwin, avec Tracy Morgan aussi. C'est débile comme émission, c'est complètement débile. Je vous le conseille fortement. Là. Ouais, l'humour, au début, les deux ou trois premiers épisodes, là, ça m'a pris peut-être un petit peu de temps à accrocher, là, parce que je me suis dit, mais c'est-tu vraiment pour moi ce genre d'humour-là? Mais plus je l'ai écouté, plus j'ai embarqué, je me suis attaché au personnage. Alec Baldwin est excellent dans le rôle de Jack Donaghy. Puis non, je vous le conseille fortement si vous cherchez un bon petit sitcom là, drôle pour faire passer le temps pendant cet temps de COVID-19. Ah, 30 Rock, parfait, je vais regarder ça. excellent. Excellente C'est série. disponible sur quelle plateforme? Sur Crave. Sur Crave, ok, parfait. Bon, ben, on a deux bonnes recommandations de séries télé qui sont extrêmement différentes. Ça, c'est le fun aussi, ça donne un peu de choix aux auditeurs. Oui, exact. Je pensais commencer avec la discussion sur le film le plus récent qu'on a écouté. C'est Under the Silver Lake de 2019 qui est présentement disponible sur Amazon Prime. Under the Silver Lake suit le personnage de Andrew Garfield du nom de Sam, qui habite dans des blocs appartements à Los Angeles avec une piscine en arrière. De sa piscine, il espionne une de ses voisines qui se promène souvent topless avec une paire de jumelles. Puis il commence à espionner une nouvelle voisine qui s'appelle Sarah, qui est jouée par Riley Keough. Il finit par aller la rencontrer cette journée-là. Le lendemain, elle lui dit de revenir le lendemain. Le lendemain, il va la voir. Elle est plus là, l'appartement est vide, tout a disparu. Donc, Sam commence à investiguer sur sa disparition. Pendant son investigation, il va se rendre compte qu'il y a des histoires de complot, de sociétés secrètes et de messages cachés. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire sur Under the Silver Lake, Karine, parce que je sais pas moi comment je me sens en fait à propos du film. Je vais te laisser y aller en premier. Ok, ouais, je vais commencer parce que j'ai quand même une opinion qui est assez forte. Honnêtement, après l'avoir écouté, j'ai été voir des critiques à différents endroits là, sur IMDb ou Letterboxd. C'est vraiment 5 étoiles ou 1 étoile. T'aimes ou t'aimes pas. Moi, personnellement, j'ai vraiment pas aimé ça. Je sais pas pour toi. Moi, il y a des moments que j'aimais, j'embarquais, il y a d'autres moments que je détestais. J'ai fini le film. Je me suis dit, j'ai fait pareil comme toi, là, je vais être honnête, là. Je suis allé voir les différentes critiques pour voir un peu ce que les gens en pensaient, pour essayer de me faire une meilleure idée du film, là. J'avais pas vraiment envie de le réécouter non plus une deuxième fois pour me faire une autre idée. Je pense que je vais être une des seules personnes qui est comme un peu neutre à propos du film. J'ai pas détesté ça, j'ai pas adoré ça. Moi aussi, je te dirais, c'est assez ambigu parce que c'est un film qui a beaucoup de points forts,
personnellement, tu sais, je comprends le message ou ce que le film il voulait dire, je comprends les thèmes généraux ceux-là, sauf que dans la présentation, visuellement, c'est extraordinaire, la musique, c'est extraordinaire, les acteurs sont bons. Je pense que le gros problème pour moi que j'avais, c'était le rythme. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de longueur. Les dialogues entre les personnages, les conversations sont longues. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai pas aimé les aspects. C'était peut-être un peu trop hyper sexuel à mon goût. Je trouvais ça Ouais, non. pas nécessaire dans le film. Ça apportait pas grand-chose au personnage. Le personnage principal, qui est joué par Andrew Garfield, on a compris assez vite là, quel genre de personne c'était. Parlant de la sexualisation, ce que je trouve ironique, c'est que le film, il parle du fait justement que à Hollywood, les femmes, ça vient, ça part, puis tu sais, ils sexualisent les filles. Mais lui ici, il le fait. Lui aussi, Andrew Garfield, il sexualise les femmes, puis il est fâché de ça. Mais en même temps, l'auteur du film, il le fait aussi dans son film. Mais le message du film a comme pas passé vraiment avec moi. Je l'ai pas compris parce qu'on dirait que tout ce que le film dénonçait, ben, il en était victime aussi. C'est ça exactement, c'est donc tu sais, je trouve ça quand même ironique d'un sens. À la limite, je trouve ça hypocrite. «Ah, regardez ce que Hollywood fait aux femmes, met des filles à poil dans son film», tu sais, c'est comme dude. Mais ça ressemble au personnage principal. Le personnage d'Andrew Garfield, il dit une chose à une personne, puis après ça, il va dire une autre chose complètement différente à une autre personne. Ouais, Exemple effectivement. avec les chiens. Quelqu'un lui Mmh. demande aimes-tu les chiens? Ah oui, j'aime les chiens. Puis une autre personne plus tard dans le film, il demande est-ce que t'aimes les chiens? Il dit ah non, pas vraiment. Je me suis fait mordre quand j'étais plus jeune par le chien que quelqu'un que je connaissais. Non, Ben c'est là, ça, il dit un peu ce que le monde, ils veulent entendre. ouais, c'est ça. Son personnage, il est vraiment ambigu, là. Des fois, tu te dis, es-tu fou? Est-ce que ça se passe dans sa tête, ce qui se passe dans le film? Ou est-ce que ça arrive pour vrai? On sait pas trop. Non, c'est ça. Puis tu sais, moi, en fait, aussi, qui m'a fait en sorte que j'ai vraiment moins aimé le film, c'est le fait que j'étais pas capable de m'attacher à aucun personnage. Non, c'est Tu sais, dur de s'attacher. Oui. c'est ça, j'étais pas attachée au personnage d'Andrew Garfield justement parce que il est pas sincère, il y a pas de qualités qui font en sorte que je me dis: «Ah, j'ai le goût qu'il retrouve la fille». Tu sais, d'un sens, tout le long de sa quête, j'étais comme vraiment neutre parce que la fille, on n'a pas le temps de s'attacher à elle, puis Andrew Garfield, il est pas attachant. Oui, ouais, je comprends. Le film commence, on le voit dans un club, après ça, il retourne chez lui. Il y a une notice sur la porte d'éviction. On comprend qu'il a pas payé puis il va se faire mettre dehors de son logement. Ça a l'air de le déranger, mais pas tant que ça. Puis après ça, on n'entend plus parler de son éviction. Le film dure environ 2h30. Puis Mmh. pendant à peu près 2 heures, on n'entend plus parler de l'éviction. Puis tout le long Non, du c'est vrai. film, je me disais, ah là, il va-tu se faire mettre dehors? Il va-tu se faire mettre dehors? On sait qu'il y a 4 jours Mmh. payés, sinon il se fait évincer. Puis je me suis dit, ah, c'est peut-être juste pour garder une traque du temps. Puis quand il va se faire mettre dehors, ça va faire 4 jours que c'est passé. Mais ce que j'ai aimé, par exemple, du film, c'est que à la fin, tous les arcs qui ont été ouverts dans le film se terminaient sauf un. Mmh. Mais tu sais, on a quand même une bonne résolution de tout ce qui est arrivé dans le film, sauf un aspect, l'aspect du tueur de chiens. Mais tu sais, dans le fond, on s'entend que le dog killer, c'est une métaphore pour les filles, tu sais, qui se font ramasser à Hollywood puis qui disparaissent puis qui rentrent dans cet engrenage-là. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Mais je pensais aussi à la fin du film que c'est une métaphore pour le personnage d'Andrew Garfield, Mmh. qui se présente au début comme étant naïf et pas trop dangereux, mais finalement il y a des excès de colère. Puis après ça, il dit qu'il aime les chiens, après ça il dit qu'il aime pas les chiens, puis à la fin il y a une scène où on voit qu'il se promène toujours avec des biscuits pour chiens dans la poche. Mmh. Il y a une des dernières scènes du film, ça spoil rien là, mais une des dernières scènes du film, on le voit marcher dans la rue, puis on voit le graffiti qui est écrit sur la vitre du commerce au début du film, puis c'est Beware of the Dog Killer, mais cette fois-là, il est en arrière de la vitre, puis il est pas dans le magasin. Puis il est Non, en c'est arrière ça. de la vitre, puis on le voit passer devant la vitre, puis c'est écrit Ouais. Beware of the Dog Killer devant lui. Fait que Mmh. sachant tout ce qu'on sait sur lui à la fin du film, ça me laisse croire que ce serait peut-être lui le tueur de chien. Ouais, ben, moi aussi, je pense ça, mais je pense aussi que ça rentre en ligne de compte avec la métaphore de comment lui, il traite les femmes. Parce que, tu sais, Absolument. veux, veux pas, le film en tant que tel est une métaphore sur comment Hollywood, justement, il traite les filles. Je pense que c'est aussi une métaphore pour que le dog killer, en lui, c'est le fait que lui aussi, il traite les filles comme Hollywood traite les films. Les filles, tu sais, il les sexualise autant que Hollywood sexualise les filles dans les films. Ouais, c'est Je ça, pense comme que. le personnage qui est son amie actrice, là, qu'on voit 2 fois. Là. Mhm. Mais non, c'est frustrant un peu aussi parce que le film est bien réalisé,
Le film est bien monté, la coloration est belle, les plans sont beaux, les acteurs Ah sont non, excellents. Tous les aspects techniques du film sont extrêmement bien réalisés, mais le côté, c'est le scénario qui m'a laissé un peu sur mon appétit, puis la présentation surtout. Puis il y a des aspects que l'histoire, des tournures que l'histoire prenait que j'ai vraiment pas apprécié non plus. mmh. Mais oui, visuellement, moi, c'est un des plus beaux films que j'ai vu récemment, là. Toute la technique, la musique aussi, l'utilisation de la musique est vraiment intéressante. Je pense que justement, c'est le fait que j'étais pas capable justement de m'attacher à aucun personnage. Non, c'est vrai, tu prends jamais pour Andrew Garfield non plus. Tu te dis, il va se faire évincer de son logement, bah tant mieux, tu sais. Il fait rien de toute façon. Pourquoi je voudrais que ce gars-là se fasse pas évincer? Tu sais, pourquoi je voudrais pour lui? Who cares? Il va se ramasser dans la rue, tant pis pour lui. Il a couru après. C'est ça, tu sais, il est désagréable, j'ai pas le goût de tu sais, je compatis pas avec son personnage, je compatis pas avec sa quête, je comprends pas pourquoi il cherche la fille. Tu sais, ils ont Moi pas non tant plus. un lien entre eux, Ouais, il tu l'a sais, vu quoi, 2 ou 3 heures peut-être? c'est ça, je te dirais que c'est plus des lacunes à ce niveau-là, mais au niveau de la technique, de la musique, c'est ça, c'était A+, là. Ouais. Ben ça, la Ouais. réalisation est bonne. Je sais pas si t'as déjà vu It Follows. It Follows, j'ai aimé ça, C'est sauf le que même réalisateur, puis c'est lui qui a écrit le scénario aussi les 2 fois. ouais. Mais la réalisation de It Follows, je me souviens pas trop du film, tu sais, je l'ai vu quand ça a sorti en 2014, ça fait un petit moment, mais je me souviens que j'avais apprécié le film et que la réalisation était bonne. Tu vois la différence. It Follows, c'est beaucoup plus, tu sais, surtout au niveau du budget, c'est beaucoup plus restreint, là. Tu sais, c'est un film qui a pas beaucoup de personnages, qui a quelques lieux, puis qui a une prémisse qui est vraiment simple comparée à la prémisse de ce film-là. Dans le fond, pour faire une histoire courte, It Follows, c'est comme une maladie, transmise sexuellement, qu'il y a un inconnu qui marche vers toi, puis s'il se rend à toi, il te tue. Puis à chaque fois, l'inconnu, ça peut être en fait, c'est une personne, ça peut être quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu connais pas. Tu sais, elle prend toujours une forme différente. Dans le fond, il y a une fille, elle a ça, puis elle essaie de se sauver. Tu sais, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ça parce que justement, c'était beaucoup plus restreint. Il y avait beaucoup plus de tension. Puis les personnages, tu sais, c'était plus une gang d'amis. C'était plus facile, justement, de s'attacher un peu à eux. J'ai pas trouvé que la conclusion était satisfaisante, mais les deux premiers actes, j'avais beaucoup aimé. Puis personnellement, j'ai plus aimé It Follows que Under the Silver Lake. Ouais, de mémoire aussi, j'ai plus aimé It Follows que Under the Silver Lake, mais je sais pas si t'as déjà vu le film Brick, Oui, qui est le premier long avec, métrage de Ryan Johnson, ouais, c'est avec, avec Joseph ouais, Gordon-Levitt. un très jeune Joseph Gordon-Levitt. Quand j'écoutais It Follows, pas It Follows, mais Under the Silver Lake, le début, j'avais vraiment l'impression que je regardais Brick. C'est vrai, j'avais pas fait le lien, mais t'as raison. La tension, l'ambiance. Puis tu sais, c'est un peu un LA noir aussi, là. On dirait qu'on est dans le thème, là, avec Black Dahlia de la semaine dernière. Ouais. On n'a pas aimé Under the Silver Lake, là, mais on est loin du niveau de médiocrité de Black Dahlia, là. Non, Ouais. non, on va s'entendre qu'il y a beaucoup plus de qualité dans Under the Silver Lake que Black Ah Dahlia. ouais, non, c'est pas le même niveau, là. T'sais, Under the Silver Lake, c'est pas un navet, mais c'est pas pour tout le monde, tu sais. Non, c'est ça. C'est le genre de film que les gens vont dire que c'est prétentieux. Ouais, mais dans une certaine mesure, c'est vrai, là. Ouais, effectivement. Donc, Maxime, combien tu donnerais sur 5 à Under the Silver Lake? Ce serait une note qui varie, je te dirais, selon mon humeur. Entre 2.5, ouais, à peu près autour de 6 sur 10. Mais faut que je sois dans mon mood pour écouter le film. Parce que Ah ouais, non, je c'est comprends. quand même demandant comme film. Non, effectivement. Moi, tu vois, sur Letterboxd, présentement, j'ai mis 2 étoiles. Je vais peut-être le monter à 2,5 parce que je trouve que, justement, le film a quand même beaucoup d'autres qualités que j'ai peut-être pas pris en compte quand j'ai donné une note, là. Mais ouais, quelque part 5 puis 6 pour moi. C'est pas un film que je saute à l'idée de réécouter immédiatement. Je vais peut-être revenir dessus dans peut-être 1 ou 2 ans. Ouais, moi aussi, je suis pas fermé à l'idée de le réécouter, là. Je vais probablement le réécouter plus tard quand quelqu'un va m'en reparler ou je vais retomber sur une vieille critique d'un critique que j'aime, je vais la relire. Si cette personne a aimé le film, je vais peut-être le revisiter pour essayer de voir ce que la personne a aimé dans le film. Mais pour l'instant, je pense que je vais me donner un petit 1 an là, avant de revisiter ce film-là. Ouais, moi aussi. Parce que il est quand même polarisant, puis c'est quand même demandant à écouter. Bon, deuxième film, Karen, tu veux y aller? Ouais, parfait. Donc, le deuxième film que j'ai choisi, c'est un film que moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé quand je l'ai vu lorsque c'est sorti en 2012. C'est Dread, réalisé par Pete Travis. Dans le fond, c'est une adaptation du graphic novel.
Il y a aussi un film qui s'appelle Judge Dredd des années 80 avec Sylvester Stallone. Donc, ne pas confondre, on parle de la version 2012 avec Karl Urban. Dans le fond, Dredd, ça se passe dans une société post-guerre nucléaire, une espèce de société dystopienne, que les policiers, ils ont le rôle de juge, jury et exécutionneur. Il y a comme des lois vraiment spéciales, puis les policiers ont pas mal tout le pouvoir. Donc, si tu commets un crime, ils vont soit t'emprisonner ou soit te tuer sur le champ, dépendamment de la gravité de ton crime. Puis l'histoire du film, c'est que Judge Dredd, il faut qu'il amène une fille qui est une psychique, donc elle a des pouvoirs, elle est capable de lire dans la pensée des gens. Olivia Turley, elle joue Anderson, la psychique. Faut que Judge Dredd il passe un test à Anderson pour voir si elle se qualifie pour être une juge comme lui. Donc, il rentre dans un bâtiment pour des meurtres, puis finalement, le bâtiment est contrôlé par une gang qui font des drogues. La gang est gérée par Mama, c'est Lena Headey qui est aussi Cersei dans Game of Thrones. Elle les emprisonne là-dedans, puis il faut qu'ils réussissent à survivre puis à gérer la situation. Ah ouais, Karine, je suis Vraiment. curieux de savoir ta deuxième impression du film. Je sais que tu m'avais dit que tu avais beaucoup aimé le film la première fois que tu l'as vu. Est-ce que ton opinion a changé? Non, pas du tout. J'ai adoré ça encore. Dis-moi les aspects que tu as aimés. Mais c'est un film qui est relativement court, puis qui va droit au but. T'sais, le film commence avec une scène d'action, on est introduit au personnage, après on est introduit au personnage de Henderson. Le personnage Anderson, il est plus comme un fish out of water qu'on appelle. C'est vraiment le personnage qui va aller poser des questions pour comprendre l'univers, comment ça fonctionne. Puis c'est plus un personnage aussi qui est plus compatissant. Donc je te dirais, en tant que public, on s'attache plus à elle, puis on a plus la vision à partir de son personnage. Tout est facile dans ce film-là, c'est pas dur à comprendre, full d'action, puis c'est juste un fun ride, là. C'est comme je Ouais, sais pas pour toi. ouais, moi j'ai apprécié le film. Je suis pas. De base, je suis pas un fan de films d'action, là, pure action. D'habitude, je finis toujours par m'ennuyer un peu. Mais ce que j'ai aimé du film, c'est comme tu dis, il est quand même cool. Je pense que c'est autour d'une heure et demie, là. C'est vraiment pas long. 96 minutes. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que la prémisse du film est pas compliquée. L'histoire est pas compliquée. Puis vraiment, tout le budget a été mis sur l'action, les scènes d'action. Il n'y a pas de grosses conspirations, puis de grosses plots qui tournent, qui devient envahissante, puis qui prend toute l'histoire, puis prend toute la place devant l'action. Vraiment, le film, c'est l'action. Puis c'est ce que j'ai aimé du film, c'est qu'ils ont gardé la simplicité dans le scénario. Moi, ce que j'aime personnellement dans ce film-là, c'est que tout ce qui est introduit a un payoff. Anderson est psychique, mais ça finit par servir à quelque chose dans l'histoire. Judge Dredd il est plus stoïque, mais il est capable de prendre des décisions qui sont rapides. La drogue slow-mo fait en sorte que tu vis comme à 1%. Ça aussi, ça revient en jeu avec la fin. Tout ce qui est introduit finit par repayer en bout de ligne. Ouais, au début, j'étais pas certain, là, les scènes de slow motion, au début du film, il y en a une assez tôt, là, dans le film, quand Judge Dredd poursuit des criminels puis les amène devant l'édifice où tout le reste du film se passe. Je me disais, ah, puis en plus, les couleurs sont super saturées, là. Mhm. Mais J'étais pas certain du style, mais après ça, il explique pourquoi il y a ce slow motion-là. C'est que la drogue s'appelle le slow-mo. Comme tu disais, c'est comme tout autour de nous se passait à 1% de la vitesse normale. ouais, c'est ça. Fait, que, je trouve que cette utilisation-là est vraiment intéressante parce que justement, tu vois comment les personnes, comment ils se sentent là-dessus. Mais c'est vrai qu'au début, t'es comme, voyons, c'est quand même bizarre. Puis là, finalement, ça, ça paye en bout de ligne. Surtout avec la fin, là. Oui, oui, oui. Avec la fin du film où, quand finalement, Mama se fait tuer par Carl Urban. Moi, personnellement, j'adore cette fin-là. Parce que c'est le genre de choses que dans un film, dans le fond, ce qui arrive à la fin, quand il réussit à la pogner, elle est au 200e étage de l'édifice. Elle se met quelque chose après son poignet qui détecte son pouls. Puis si jamais son pouls arrête, ça déclenche une bombe qui va faire exploser l'édifice. Ce qui est vraiment drôle, c'est que tu te dis, c'est genre de situation dans un film, tu sais, standard, là. Tu te dis, oh non, comment ils vont faire pour gérer cette situation-là? Il pourra pas la tuer. Mais dans ce film-là, bang, il la tire. Là, t'es comme, what, qu'est-ce qu'il fait? Là, il dit, il donne sa drogue. Fait que, tu sais, ça paye que justement, c'est comme à 1%, parce que ça va l'éviter, elle, que son cœur, il lâche avant qu'elle finisse de tomber en bas.
puis elle jette en bas de l'édifice. Tiens, c'est quoi ton range, ta patente? Puis elle jette en bas. Fait que c'est tellement un peu comme anticlimatique, mais c'est tellement satisfaisant en même temps. Ouais. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est l'espèce d'effet de confinement là, du film. Il arrive dans le building au début du film, dans l'édifice. Puis c'est ça, c'est 200 étages. Puis sur les 200 étages, il y a des criminels à tous les niveaux. Elles réussissent à fermer le building complètement, donc ils peuvent plus sortir. Le seul moyen, c'est de se rendre au top. Ça m'a fait penser un peu à The Raid. Ouais, même genre vraiment, Ouais. là. Action qui arrête plus. J'ai aimé aussi la présence de Wood Harris dans le film. Mhm. Puis le criminel P qui se fait capturer au début par les deux juges, Dredd puis Anderson. Puis ça m'a fait du bien de le voir, je l'avais pas vu depuis The Wire, je pense. Ah ouais. Mais il est bon, honnêtement, il est vraiment bon. Puis même dans ce film-là, sa performance est bonne. Ouais, il est pas over the top pour un méchant, c'est ça que j'ai aimé. Là. Non, puis c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est tellement un moyen efficace de faire comprendre à tout le monde. Tu sais, son fusil, il y a juste à dire une commande vocale, puis ça va changer le type de balle qu'il Le utilise. type de balle qui part, ouais. C'est ça, il y a comme explosif, passe à travers les murs, whatever. Vu qu'il call à voix haute, on est comme oh, oh, OK, il va les faire exploser. Tu sais, c'est un moyen facile de rendre ça diégétique qu'on voit ce qui va se passer dans l'action, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu Puis, disais aussi tantôt, plus j'y pense, là, chaque élément qui est amené dans le film sert à quelque chose dans le film. Au début, on le voit, il s'habille avec tout son équipement. Quand il prend le fusil, on le voit que c'est écrit sur l'écran du fusil ADN confirmé, il peut l'utiliser. Puis plus tard dans le film, quand Kay, le personnage de Wood Harris, réussit à prendre le fusil pour essayer de tuer Anderson avec son propre fusil, elle fait juste. Je me sais plus ce qu'elle dit, là, mais en gros, quand il arrive pour tirer, on voit sur l'écran du fusil que c'est pas le bon ADN, le fusil il explose puis il arrache le bras. Là. ouais. C'est pas juste pour nous dire waouh, c'est fancy. Chaque Puis, chose qui est amenée dans le film sert à quelque chose plus fort là, dans l'histoire. au début du film, je me disais aussi, tu sais, c'est eux qui sont juges, jury, exécuteurs. Je me disais, hey, hein, s'il y en a un qui décide que lui, il fait ce qu'il veut, tu sais, il peut tellement avoir d'abus de pouvoir. Puis, tu sais, ça aussi, ça finit par rentrer en jeu avec les espèces de policiers corrompus, là, qui ils sont comme quatre, puis ils disent à maman, oh, on va s'en charger, puis tu vas nous donner 1 million, on va le partager entre nous. Tu sais, finalement, en tout cas, ils se font tout avoir, là. Mais ça, j'ai aimé ça aussi. Mais par contre, tu vois qu'ils sont vraiment gérés selon des principes qui sont ultra stricts. Puis que justement, ils passent des tests pour ça. Tu sais, j'ai trouvé ça intéressant justement qu'ils amènent un aspect avec des policiers corrompus. Ouais, moi aussi. Parce qu'il devait pas être corrompu à la base, parce que la personnage de Anderson, qu'on la suit tout le long du film, on voit qu'elle a un bon système de valeurs, un bon système moral. Puis au début, ils disent dans le film qu'elle a pas passé le test par quelques points pour devenir juge. Puis après ça, on voit des juges d'expérience qui sont corrompus, qui vont se faire payer 1 million pour aller tuer ces deux-là. Donc, voyons comment leur expérience personnelle a changé pour qu'ils puissent rentrer dans ce programme-là qui est vraiment strict pour changer par la suite. Non, c'est ça. Non, j'ai trouvé cet aspect-là intéressant aussi. Tu veux pas, ça reste que c'est un film qui est dans une société dystopienne. Fait que c'est sûr que même ce système de police-là peut pas fonctionner. Non, c'est vrai. J'ai trouvé aussi que l'esthétique, il me fitait beaucoup avec une esthétique de graphic novel, de comic book. Et veux pas au niveau des couleurs, de la saturation, puis les plans aussi, ça faisait beaucoup comic book. Ouais, il y a beaucoup de plans qu'on voyait qui me faisaient penser justement à une page ou un panneau d'un comic book. Là. Euh, Vraiment, le réalisateur a tiré profit de l'origine de l'histoire pour amener ça au grand écran. Moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup ce film-là. Je trouve que genre de film que tu t'assois, tu l'écoutes, puis t'es juste là pour la ride. T'embarques dedans, ça finit, puis c'est satisfaisant. Ouais, mais c'est ça, ce que j'aimais le plus, c'est le scénario qui était vraiment pas compliqué. Puis l'aspect principal du scénario qui amenait vraiment l'action au premier plan du film. Pas les personnages, pas une espèce de complot, pas rien de compliqué, juste de l'action. Quand j'ai vu Mm. les crédits de scénaristes à la fin, j'ai compris, c'est Alex Garland qui a écrit le script, Ouais. l'écrivain, lui qui a écrit et réalisé Ex Machina et Annihilation. Puis on voit qu'il a pris plus de maturité là, dans ses derniers films, mais ça a été un de ses premiers crédits, Dread, puis on voit que Que c'est un gars qui a du talent. ouais, c'est un gars qui a du talent, puis c'est où ce qui s'en va. Ouais. Les performances aussi, je les ai trouvées bonnes. Carl Urban, il enlève jamais son casque.
Oui, c'est vrai, on voit jamais sa face. Au début du film, avant qu'il le mette, on voit qu'il n'y a pas son casque, mais on voit pas sa face parce qu'il est tout complètement dans le noir. Il y a toujours son casque. Ouais, tout le long du film. Puis tu sais, ça, j'ai trouvé que ça gardait un peu de, tu sais, je sais pas, de mystique autour du caractère. Tu sais, c'est un peu comme Master Chief, là, dans Halo. Tu sais, on n'avait jamais vu sa face. Je trouve que ça correspond aussi à son personnage. Tu sais, il est vraiment, il est très blanc ou noir, il est très stoïque, il respecte le protocole 100%. Puis je pense que justement, il incarne l'image de qu'est-ce que c'est supposé être un judge. C'est Judge, Jury, Executioner 100%. Puis le fait qu'on voit pas son visage, c'est comme si c'était l'icône, la représentation de ce système-là en lui. Je sais pas si tu comprends ce Ouais, que je veux dire? non, je comprends totalement. Puis tellement que quand on voit les 4 autres juges qui arrivent plus tard, ça fait bizarre de voir quelqu'un d'autre avec le casque puis avec l'uniforme parce que Anderson, elle a jamais son casque parce qu'elle dit dans le film ça peut interférer avec ses habiletés de psychique. Quand on voit les autres, les 4 autres arriver, on dirait que c'est des imposteurs parce que c'est c'est vraiment Dredd qui représente ce système-là pour nous. Fait C'est ça, eux, vu que leur compas moral, il est pas pareil, on dirait qu'ils sont ouais. pas worth, là, Mais tu sais, même avant de le savoir que leur compas moral était pas correct, juste de les voir en uniforme arriver, la ouais, perspective que tu sais qu'il y j'avais, a de quoi qui marche pas. non, c'est ça. Ouais, non, effectivement, Tu parlais de Halo tantôt. ouais. Je suis allé faire un petit tour sur la page de Alex Garland, puis il est crédité comme writer pour un film de Halo, justement, Ah ouais, ah, ça qui va va écoute, ça va sortir, peut-être être qui bon. est annoncé. Le film est annoncé. J'ai hâte de voir. Ouais, moi aussi. Il y a pas de réalisateur encore attaché ou rien, mais c'est marqué que comme écrivain, il y aurait Alex Garland et Stuart Beatty. Ah, Stuart c'est Beatty, intriguant. que je connais Parlant de justement l'action, c'est quand même extrêmement violent. Il y a beaucoup de dommages collatéraux, là, si je peux dire ça comme ça. pas. Ouais, ouais, les criminels, quand ils sont dans l'édifice, puis ils veulent attraper les deux juges, ils arrêtent à rien. Non, non, c'est C'est ça. pas tuer des innocents qui va les empêcher. Est-ce s'ils volent, hein, je veux dire, il y a du monde qui y passe là, là. Ça montre justement la férocité de cette gang-là. C'est jusqu'où ils sont prêts à aller. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Je pensais pas l'aimer comme ça. C'est surtout le visuel qui je pensais pas qu'il allait m'attirer, là. J'avais vu les bandes annonces, j'avais vu des images, tout ce qui était le côté promotionnel du film. Puis, la palette de couleurs, l'esthétique du film m'attirait pas vraiment, là. Mais après l'avoir écouté, après 10-15 minutes dans le film, on comprend les choix esthétiques du film. Ça m'a pas dérangé après. Mmh. Non, effectivement, non, parce que c'est vrai que si tu écoutes des annonces, on dirait que tout est gris avec l'espèce de filtre qui rend tout plus dramatique que tout le monde utilise en Ouais, ce tout moment. est gris, tout est un peu noir, on dirait qu'on voit pas grand-chose, mais finalement, c'est pas ça. Non, non, je Non, pense le que matériel promotionnel rendait pas justice au film. Puis je pense que c'est pour ça qu'on n'a jamais eu deux non plus, là. La fin du film fait que ça s'adapterait vraiment bien pour une suite, mais on n'en a jamais eu, puis je pense pas qu'on va en avoir. ouais, la fin était quand même ouverte. Je trouve ça dommage qu'on en ait pas eu un autre, mais en même temps, dans le sens, c'est correct, là, tu sais, on a eu un très, très bon film, puis ils pourront pas le ruiner. Non, c'est vrai, parce que si jamais ils font un autre film, peut-être qu'il y aurait d'autres personnes attachées comme réalisateur, comme écrivain. Puis, Oh, c'est ça. 2, on a engagé Michael Bay. ouais, donc ça serait. C'est mieux que ça. J'aime mieux qu'il le touche pas, puis qu'il le laisse comme ça. Non, c'est ça, moi non plus. Je pense que Dread, c'est un univers qui est assez complexe et qui est assez intéressant, qu'il pourrait faire d'autres films dans cet univers-là sans nécessairement être un film de Dread. Ouais, Tu sais, tout à on peut fait. suivre justement d'autres équipes de policiers, peut-être dans une autre partie du monde, où ce que c'est différent, mais que ça reste que c'est des juges. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, un peu comme un Mad Max. Tu sais, Ouais, que c'est un personnage qui vit différentes aventures, que ça suit, que c'est plus épisodique, là. Fait que je pense qu'il y a de quoi à faire, mais c'est pas nécessaire non plus. non, je pense que t'as raison. Bref, sur 5, combien tu lui donnes? 4 sur 5, un bon 4. Ouais. Moi, tu vois, je pense que j'avais mis 4 sur 5 sur Letterboxd, puis je me suis dit: «Ah, j'ai eu trop de fun», puis j'ai mis 5 sur 5. Alors, c'est Parce correct. que parce que je sais que je vais le réécouter, puis je vais être encore comme: «Eh». Tu sais, Ouais. c'est Mais c'est le fun de réécouter un film qu'on avait beaucoup aimé, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis qu'après l'avoir écouté, on l'aime encore autant. ouais, ben, c'est ça. Honnêtement, j'étais vraiment pas déçue. Donc je pense que justement, c'est un film que je vais pouvoir réécouter encore dans une couple d'années, puis que je vais encore avoir autant de fun à l'écouter. Tu sais, c'est pas Citizen Kane, mais Oh, c'est pas du grand art, mais c'est du grand divertissement.
C'est ça exactement, tu sais, genre de film que peu importe comment tu te sens, tu l'écoutes, puis ça finit, puis tu comme: «Ah ouais, c'était nice». Non, c'est ça, tu le regrettes pas, puis ça passe vite, il y a pas de longueur. Non, Non, c'est ça. un excellent film d'action. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un bon comme ça. Bon, parfait, je suis contente que tu aies aimé ça. Parlant de ça, avais-tu des recommandations pour la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, je vous ai trouvé 2 films à écouter. Comme on va continuer avec la même formule, un film qui est plus récent, un film qui l'est moins. Pour le film plus récent, j'avais pensé à Booksmart sur Amazon. Directorial début de Olivia Wilde, si je me trompe pas. Oui, exact. Qui a eu, sans doute, des bonnes critiques aussi à sa sortie, donc j'ai bien hâte de l'écouter. Puis, qui est un petit peu plus léger aussi que les 2 films de cette semaine. Puis aussi, Ouais, comme film plus vieux, sur Amazon Prime encore, Killing Them Softly, avec Brad Pitt. Un film que j'avais apprécié à sa sortie, que j'ai hâte de revisiter, donc on va rester un petit peu dans le même thème. et moi Mais je l'ai jamais vu, donc non, toi, tu l'as ça va jamais vu. être beau pour moi aussi. J'ai hâte que tu le vois, j'ai hâte d'entendre tes impressions du film. Je Ouais. sais que c'était Hit or Miss avec Jean. Il y a un bon thème politique là, dans le film, puis il y en avait beaucoup qui n'avaient pas apprécié ça. Moi, j'avais aimé ça, ça m'a fait penser à un peu un film de Guy Ritchie. OK. Ah moi personnellement j'aime beaucoup là, donc je vais Moi peut-être aimer aussi, puis ça. ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un bon Guy Ritchie quand j'ai vu Killing Him Softly, ça m'a fait penser un peu à ça. C'est un Ah, peu humour parfait. noir, crime, humour noir, là, fait que Ah, d'habitude j'aime ça, moi donc aussi, puis Brad Pitt était solide dans le film, là, fait que j'ai hâte de le réécouter pour ça. c'est vrai, c'est avec Brad Pitt. Moi je me souviens quand c'est sorti, je travaillais au Vidéotron, puis il y a des clients qui étaient comme: «Hey, c'était vraiment bon», puis les autres clients étaient là: «C'était tellement mauvais». Donc ouais, j'ai vraiment hâte de le voir. Je vais donner aussi 3 recommandations Netflix, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a Amazon Prime, là, plus de gens ont Netflix, donc en fait, les 3 films que je vais vous recommander, c'est une trilogie, mais une trilogie par thème. Donc, c'est pas une trilogie avec les mêmes acteurs ni les mêmes histoires, mais c'est une trilogie sur des thèmes qui sont des problématiques dans le monde actuel. Donc, Sicario, qui traite des cartels de drogue, et aussi de la justice, comment elle s'attaque au cartel. Hell or High Water, qui traite du thème de la pauvreté, et comment les gens sont exploités par les banques et les systèmes financiers. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir. Puis Wind River, peut-être mon préféré des 3, qui traite du traitement qui est pas vraiment juste, qui est fait aux Autochtones, sur les réserves autochtones aux États-Unis. Donc, 3 Ouais, films c'est que j'ai adorés, puis qui sont reliés en trilogie par la personne qui a écrit les 3 films, qui est la même personne. Il a aussi réalisé le troisième film. Puis le premier film, Sicario, est réalisé par Denis Villeneuve. on se J'espère trompe que pas. on se trompe pas avec ces 3 films-là. On va probablement avoir un podcast dans le futur qui est dédié seulement à ces 3 films-là. Je pense que ça vaudrait la peine. Ouais, c'est une bonne idée. Puis ce qui est le fun, c'est si vous voulez les écouter, vous êtes pas obligé de les écouter dans un certain ordre, peu importe les années qui sont sortis, parce que justement, c'est 3 films qui sont vraiment différents. Tu sais, si mettons, tu files plus justement pour quelque chose qui est avec l'action, sur les cartels, tu vas-y avec Sicario, mais Oui, tu filmes mais plus, tu sais, c'est plus ça, comme un genre de suspense, moi j'irais plus à ce moment-là avec Wind River. Puis encore, tu sais, action dramatique avec, Hell or High Water. ouais, les 3 films ont été écrits par Taylor Sheridan. Il a réalisé aussi Wind River. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va nous amener comme suite, comme prochain projet Taylor Sheridan, qui est extrêmement talentueux. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve avec. Ouais, moi aussi. Puis justement, en parlant de Denis Villeneuve qui a réalisé Sicario, j'ai hâte de voir Dune. Le premier film de Dune qui a été réalisé par David Lynch, est-ce que tu l'as déjà vu? Non, je l'ai pas vu, toi? Oui, je l'ai pas fini par exemple, c'est vraiment mauvais. Je l'ai arrêté. J'ai- J'aime Je David Lynch, mais non, ça c'était pas dans mon allée. je sais aussi que Jodorowsky avait essayé de faire un film de Dune. Ouais, Il c'était avait tombé à l'eau, hein. c'est ça, il avait commencé la production, puis ça a l'air que c'était vraiment de la merde, puis il y a plus rien qui fonctionnait, donc il a fallu qu'il abandonne le projet. Il y a un documentaire là-dessus qui s'appelle Jodorowsky's Dune que j'ai jamais vu. Si jamais, si jamais Non, moi quelqu'un non l'a plus, vu, je l'ai jamais vu. des Mais impressions là-dessus. ça me rappelle Superman Lives, qui était supposé être réalisé par Tim Burton, mettant en vedette Nicolas Cage dans le rôle de Superman, qui finalement est jamais arrivé. Puis il y a un film documentaire qui est sorti qui s'appelle The Death of Superman Lives, What Happened. Ah ouais, ah OK, faut que je vois ça, Ah ouais, puis il y a des belles photos aussi de Nicolas Cage dans le costume de Superman avec ses cheveux longs là, à la Conair. génial, faut que je vois ça. Et ça va conclure Mais l'épisode de cette semaine. ouais, Donc les recommandations Booksmart
et Killing Them Softly. Parfait. Ben, merci d'avoir écouté, puis on se revoit la semaine prochaine.